Le président russe Vladimir Poutine a totalement échoué. Il a échoué si gravement qu'il ne pourra bientôt plus empêcher la montée de la vague du mouvement démocratique, qui prend lentement de l'ampleur en Russie. Poutine ne le réalise peut-être pas encore, mais il y a des signes en Russie que l'effondrement de son régime et du Kremlin tel que nous le connaissons est en marche, même s'il ne voit probablement pas sa chute venir. C'est l'opinion partagée lors d'une interview éclairante avec deux experts de la Russie, dont l'un a été plus victime de Poutine que la plupart. Lors d'une émission radio du Times publiée le 15 novembre 2024, ces deux experts soutiennent que les atrocités de Poutine en Ukraine et en Russie ne peuvent plus continuer, et qu'il ne pourra bientôt plus réprimer le désir de la prochaine génération de Russes pour une société démocratisée. Dans cette vidéo, nous examinerons les déclarations de ces deux hommes, et les preuves suggérant qu'ils pourraient avoir raison. Mais nous commençons par une question. Qui sont les hommes qui prétendent que Poutine a échoué ? En novembre, Times Radio a interviewé Bill Browder et Vladimir Kara-Murza, critiques du Kremlin et ardents défenseurs de la démocratie en Russie. Browder exprime son soutien, en poussant pour des sanctions contre les individus russes qu'il croit contribuer aux crimes de guerre de Poutine, ainsi qu'en promouvant des événements tels que les prix Magnitsky. Lors du 10e anniversaire des récompenses célébrant les contributions des journalistes, activistes et politiciens aux droits de l'homme, le duo s'est entretenu avec Times Radio. Poutine déteste ces récompenses. Cependant, malgré l'intérêt du travail de Browder, c'est Kara-Murza qui a vécu l'impact du régime de Poutine de façon plus directe. Au moment de l'interview, il venait d'échapper à une peine de prison de 25 ans en Russie. Une peine qu'il a reçue parce qu'il était prêt à s'opposer à Poutine. Kara-Murza Lito a été libéré suite à un échange de prisonniers entre les États-Unis, l'Allemagne et la Russie. Bien qu'il soit maintenant loin de l'emprise de Poutine dans son pays, il sait que le Kremlin garde toujours un œil sur lui. Kara-Murza est un homme qui a été empoisonné à plusieurs reprises par le Kremlin. La première fois en mai 2015 et la deuxième en février 2017. Il dit à Times Radio que nos enfants ont grandi avec ça en discutant de l'oppression sous laquelle Poutine l'a placé, cette oppression conduisant finalement à son emprisonnement. Maintenant libre, il exprime clairement son opinion sur la position de Poutine dès le début de l'interview. Kate Gerbeau, animatrice de Times Radio, demande à Kara-Murza comment il perçoit la position actuelle de Poutine. Poutine n'a réussi à atteindre aucun des objectifs fixés au début de son opération militaire spéciale. N'oublions pas cela dans un sens très important. Selon Kara-Murza, Poutine a échoué dans ses objectifs principaux en Ukraine, notamment celui de prendre Kiev en 5 jours, en février 2022. Comme nous nous en souvenons tous, pour détruire l'Ukraine en tant que pays souverain et indépendant, aucun de ces objectifs n'a été réalisé à commencer par l'invasion initiale. Poutine a rapidement démontré son manque de compétences tactiques. La Russie aurait dû prendre Kiev en 5 jours. L'armée russe dépassait celle de l'Ukraine plusieurs fois. Pourtant, Poutine n'a pas su tirer pleinement parti de cet avantage. Comme le souligne le Center for Strategic and International Studies, l'invasion russe initiale a échoué à plusieurs niveaux. Une logistique et une planification médiocres ont coulé les forces de Poutine, empêchant ses troupes de première ligne d'obtenir le carburant et les munitions nécessaires. Cette offensive initiale a été marquée par des suppositions, notamment celle de Poutine qui pensait que l'Ukraine se rendrait. Il a également supposé que l'Occident ferait peu pour l'arrêter. Ces deux suppositions se sont avérées fausses, en particulier la première. L'Ukraine a vaillamment repoussé les Russes, loin de Kiev. Le soutien de l'Occident a ensuite afflué, démontrant que des dizaines de pays s'opposaient aux actions de Poutine. Si quelque chose, c'était un signe que Poutine avait perdu d'entrée de jeu. Même s'il avait réussi à prendre l'Ukraine, il l'aurait fait dans un climat géopolitique qui serait opposé à sa version de la Russie tant qu'il la dirigerait. Bien sûr, Poutine n'a pas pris l'Ukraine. Comme le souligne Kara-Murza, l'échec initial du leader russe à prendre Kiev en 5 jours a été aggravé par son opération militaire spéciale, qui dure depuis près de 3 ans au moment de cette interview. Cette guerre d'usure a coûté cher à la Russie. Le ministère des Finances de l'Ukraine affirme que l'Ukraine a tué ou blessé près de 750 000 soldats russes et mercenaires étrangers, ainsi qu'éliminé plus de 9 000 chars de Poutine et plus de 1000 de ses canons anti-aériens. Les pertes considérables ont affaibli l'armée russe, forçant Poutine à se tourner vers l'Iran et la Corée du Nord pour assurer son ravitaillement. Dans ce cas, il prend aussi environ 12 000 soldats nord-coréens, ce qui rend la Russie redevable à la Corée du Nord, qui reviendra lors de sa prochaine menace mal avisée contre une autre nation. Poutine a vendu tant de ce que représente la Russie juste pour garder sa machine à broyer en marche. Il a aussi plongé son pays dans une impasse économique à cause de la guerre. En novembre 2024, le rouble s'était effondré face au dollar, atteignant un creux de 114 $ pour $1, et arrivant à son point le plus bas depuis le début de la guerre de Poutine. La situation est si mauvaise
que la Banque centrale de Russie a dû stopper tous les achats étrangers de monnaie domestique jusqu'à fin 2024 pour soutenir sa monnaie chancelante. Et ça empire. Comme le souligne le Conseil de l'Atlantique, le taux d'intérêt de base de la Russie est à 21% en octobre 2024 et elle est confrontée à une inflation galopante qui met l'économie du pays en danger de surchauffe. Tous ces problèmes découlent de la décision mal avisée de Poutine d'envahir l'Ukraine. Comme l'a souligné Kara-Murza, Poutine a déjà perdu. Même s'il parvient d'une manière ou d'une autre à surmonter l'Ukraine à l'avenir, il a perdu car ce qui aurait dû prendre 5 jours finira par prendre environ 3 ans au mieux. Il a aussi perdu car son obstination a imposé sa volonté à mener son pays à la ruine. L'économie russe est en lambeaux et son armée est à bout de souffle, au point de compter désespérément sur d'autres pays pour ses armes et équipements. Poutine a également subi un autre échec majeur. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des troupes étrangères ont pénétré en Russie suite à ses défaites. Il y a des troupes étrangères sur un territoire russe légalement reconnu et internationalement reconnu, ce qui, comme vous le savez, est bien plus qu'une gifle au visage, dit Kara-Murza. C'est une humiliation publique pour tout dictateur. Kara-Murza fait référence à l'invasion réussie de l'oblast de Koursk par l'Ukraine en août 2024. L'Ukraine a pris environ 450 miles carrés de territoire russe avec cette incursion. Bien que Poutine ait finalement réagi environ 4 mois plus tard, permettant à la Russie de récupérer environ 40% des territoires pris par l'Ukraine, cela n'aurait jamais dû se produire. La situation de Koursk a vu Poutine perdre une fois de plus, car elle a révélé qu'il n'était pas le leader fort qu'il prétendait être. L'inaptitude tactique qu'il a démontrée dans son opération militaire spéciale a débordé au point où elle a affecté des milliers de Russes ordinaires, autant que la machine de propagande de Poutine essayera de dépeindre quel que soit le résultat de cette guerre dans le règlement dont beaucoup de gens parlent, pour l'année prochaine. Il est très important que les gens ne perdent pas de vue la réalité, dit Kara-Murza. L'ancien prisonnier de Poutine fait référence ici au potentiel plan de paix du président Donald Trump. Accepter ce plan sans négocier serait un autre revers pour Poutine. Être contraint à la paix après avoir perdu du territoire russe et échouer à prendre toute l'Ukraine serait un échec que beaucoup de Russes ne toléreraient pas. L'Occident et Poutine en sont conscients. Le dirigeant russe tente ainsi désespérément de réprimer toute opposition, espérant en vain éviter l'effondrement de son régime. Par exemple, il a essayé de faire taire tous les soutiens de la campagne de justice de Magnitsky. Comme mentionné précédemment, l'interview de Kara-Murza à la Times Radio a eu lieu lors du 10e anniversaire des prix Magnitsky. Ces récompenses et la campagne de justice les soutenant ont été co-créées par Bill Browder. L'organisation a réussi à faire adopter le Magnitsky Act, que les États-Unis ont promulgué en 2012 et qui avait initialement été conçu pour punir les responsables russes responsables de la mort de l'avocat fiscaliste russe Sergueï Magnitsky lorsqu'il était en prison en 2009. Poutine déteste le Magnitsky Act et ses partisans. Browder est considéré comme l'ennemi juré de Poutine, notamment depuis le passage du Magnitsky Act en 2012 qui a poussé Poutine à exiger avec fureur son arrestation et son extradition. Bien sûr, cela ne s'est jamais produit. Et maintenant, la loi que Browder a initiée a été adoptée dans 35 pays, dont 27 en Europe, et elle a été reconnue par l'Union européenne. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'échec de Poutine en tant que leader de la Russie ? La loi montre que l'Occident dispose de mécanismes pour écarter les personnes que Poutine tente de placer au pouvoir. Mais plus importante encore, sa réaction à cela et à ceux qui s'opposent à lui pendant la guerre en Ukraine montre qu'il devient de plus en plus dérangé, alors que son opération militaire spéciale s'effondre. Poutine déteste la loi Magnitsky. Il me déteste. Il déteste Vladimir. Il a fait des choses horribles à tous les impliqués, explique Browder à Times Radio. Et ce sont ces types de choses terribles qui nous donnent un autre signe que Poutine a perdu, et que son contrôle sur la Russie glisse lentement. Browder a poussé la loi Magnitsky parce que Poutine était probablement responsable du meurtre de Sergueï Magnitsky. Il y a eu beaucoup de meurtres depuis. Des morts étranges à l'intérieur et à l'extérieur de la Russie ont abondé depuis que Poutine a commencé son opération militaire spéciale. Il y a même un terme pour ce qui se passe. Syndrome de mort subite russe. Comme le rapporte Euronews, plusieurs dirigeants russes de haut niveau et décideurs politiques se sont tous retrouvés du mauvais côté des ambitions meurtrières de Poutine. Prenez l'exemple d'Ivan Pachurin, l'un des grands patrons de la Corporation pour le développement de l'Arctique extrême orientale de Russie. Péchorin est décédé après être soudainement tombé de son yacht de luxe dans la mer du Japon en septembre 2022. Alors quoi, vous pourriez penser ? Cela ressemble à un accident. C'est ce que Poutine veut que vous pensiez. Anatoly Gerashchenko, ex-directeur de l'Institut d'aviation de Moscou, est mort après une chute présumée dans un escalier. Ravel Maganov, président de Lukoil, l'une des plus grandes compagnies pétrolières privées de Russie, est décédé 2 semaines après Gerashchenko, suite à une chute malheureuse d'une fenêtre d'hôpital.
Entre février et septembre 2022, au moins 8 oligarques russes sont morts dans des circonstances mystérieuses similaires, le seul lien entre eux étant qu'ils n'étaient pas 100% enthousiastes à propos de la guerre de Poutine en Ukraine. Lukoil avait même publiquement demandé la fin de l'opération militaire spéciale, demandant une cessation immédiate du conflit armé en mars 2022. Poutine, n'acceptant pas la situation, aurait fait assassiner le président de l'entreprise. Ces types de morts étranges ont persisté pendant la guerre en Ukraine, mais peut-être le plus célèbre est celui d'Alexeï Navalny. L'un des opposants les plus directs de Poutine, Navalny n'a jamais eu peur de dénoncer le chef de la Russie. Navalny a accusé l'agence de sécurité russe d'avoir tenté de l'empoisonner en décembre 2020 après être tombé malade dans un avion quittant Tomsk en Sibérie. Des laboratoires européens confirmeraient plus tard la présence du même agent neurotoxique utilisé pour empoisonner Sergei et Yulia Skripal au Royaume-Uni, une autre série de tentatives d'assassinat attribuées à Poutine. Après l'échec de l'assassinat, Poutine a attendu le retour de Navalny en Russie pour qu'il poursuive sa campagne politique. Le leader de l'opposition a été arrêté immédiatement après son retour dans sa patrie en janvier 2021. Après 3 ans d'emprisonnement, il a apparemment fait une courte promenade près de la prison à la mi-février 2024. Navalny s'est plaint d'un malaise, s'est effondré et est resté inconscient. Un autre ennemi de Poutine a été commodément éliminé. Kara-Murza est sans équivoque sur son avis concernant ces décès mystérieux en Russie. Vladimir Poutine est non seulement un dirigeant autoritaire, mais aussi un dictateur. Il n'est pas seulement un dirigeant corrompu, c'est un meurtrier au sens très littéral du terme, et ces meurtres constants font des ravages sur le dirigeant russe. Il perd son emprise, en partie parce qu'il doit tuer tant de gens. Après tout, ce n'est guère un signe que la Russie est unie, quand tant de personnes importantes doivent subir de mystérieux accidents parce qu'elles ne se conforment pas à Poutine. Voici donc une autre façon dont Poutine échoue. La marée en Russie se tourne contre Poutine. Et même si le dirigeant de la Russie réussit à tuer tout le monde qui est assez courageux pour même murmurer des mots de mépris à propos de ses politiques, cela n'aura aucune importance. Même si Vladimir Poutine se débarrasse de nous tous, de toutes les personnes qui sont, en quelque sorte, les visages et leaders de l'opposition russe aujourd'hui, eh bien, tout cela signifie que d'autres viendront et prendront notre place, dit Kara-Murza. Selon lui, l'avenir appartient à la démocratie et à la jeune génération. Ces proclamations ont amené Gerbal à demander à Kara-Murza combien de soutien pour l'effondrement de Poutine et de son régime existe en Russie. Il est impossible de poser cette question sur une dictature répressive où les gens sont emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion, indique l'ex-prisonnier de Poutine. Et il n'a pas tort. Kara-Murza raconte l'histoire d'un homme nommé Yuri Kavet, qui a reçu une peine de prison de 5 ans de Poutine simplement pour avoir répondu à la question d'un sondeur qu'il est contre la guerre en Ukraine. Lorsque je parle à des publics occidentaux, on me demande toujours pourquoi les sondages d'opinion révèlent un tel soutien pour Poutine dans la guerre. Ils se demandent si la personne est sérieuse. L'implication est simple, dit-il. Le russe moyen craint trop de partager son opinion sur la guerre de Poutine. Selon Kara-Murza, le faible taux de réponse aux appels des sondeurs le prouve. Le taux de réponse se situe désormais entre 5% et 7%, signifiant que plus de 90% des gens refusent de s'exprimer, et ce, pour de très bonnes raisons. En d'autres termes, les sondages d'opinion de Poutine, montrant combien il a de soutien, sont tous truqués. Les seuls vrais indices sur l'opinion des Russes envers Poutine proviennent de brefs extraits. Et c'est la jeune génération que Kara-Murza mentionne, qui essaie de prendre autant de positions qu'ils le peuvent. Al Jazeera a rapporté en mars 2023 que certains adolescents russes se font arrêter pour avoir saboté des voies ferrées et partagé des mèmes anti-guerre sur les plateformes de médias sociaux. Tous des petits actes de rébellion, mais suffisants pour nous montrer qu'il y a un sentiment clair d'anti-guerre qui se répand parmi les plus jeunes en Russie. Ces jeunes risquent de se retrouver en première ligne en Ukraine si Poutine lance une nouvelle vague de mobilisation. Et ce n'est pas une coïncidence. La génération Z de Russie reconnaît la propagande de Poutine pour ce qu'elle est. Al Jazeera a interviewé plusieurs jeunes Russes de la fin de l'adolescence et du début de la vingtaine pour illustrer ce point. Jasmine, âgée de 21 ans et vivant à Moscou, a dit qu'on ne sait jamais quand ses proches seront mobilisés. Des proches d'amis meurent déjà sur le front. Un autre jeune nommé Kim dit que sa famille a quitté la Russie pour les États-Unis peu après que Poutine ait annoncé sa guerre, avec Yuri, 20 ans, de Tbilissi qui dit « La guerre est une erreur ». Un théâtre politique où la vie humaine est sans valeur, de nouveaux aperçus des mentalités de la jeunesse russe. Ces aperçus montrent que la propagande sur laquelle Poutine a longtemps compté le trahit, lorsqu'il s'agit de contrôler la jeune génération russe. Même un dictateur ne peut rester au pouvoir s'il doit persécuter les enfants de ceux qu'il a trompés pour y rester. D'autres signes montrent que Poutine perd le soutien des Russes.
Prenons l'exemple de Boris Nedestine. Homme politique anti-guerre, il a mené une campagne pour obtenir assez de signatures afin de se présenter face à Poutine aux élections présidentielles russes de mars 2024. Nedestine, ouvertement anti-guerre, a rassemblé plus de 200 000 personnes en sa faveur, des milliers faisant la queue en Russie pour avoir son nom sur le bulletin de vote. Nadejdine aurait dû pouvoir se présenter contre Poutine, mais cela ne vous étonnerait-il pas? La commission électorale de Russie a prétendu que 15% des 105 000 signatures qu'il a soumises dans sa candidature étaient défectueuses, et il a été empêché de se présenter. La perte de ces 15% a laissé Nadejdine juste en dessous des 100 000 signatures dont il avait besoin pour se présenter, laissant la porte ouverte à Poutine pour remporter une autre élection écrasante. Vous pouvez truquer les résultats des élections et les sondages, mais pas les images de milliers de personnes en file pour soutenir un candidat anti-guerre, affirme Kara-Murza. Ces images vont à l'encontre de l'image que Poutine veut peindre de la Russie comme un énorme monolithe pro-guerre, dans lequel toutes les personnes soutiennent son régime. C'est un mensonge, cela va sans dire. Les gens savent que c'est un mensonge, mais il est crucial de le voir clairement, comme tout le monde l'a fait avec ces lignes, affirme Kara-Murza. Nous pouvons donc ajouter à la liste des échecs de Poutine la perte du soutien d'une grande partie de la population russe. Les signes de ces pertes peuvent sembler minimes. Mais comme le souligne Kara-Murza, ce que nous voyons n'est qu'un reflet d'un sentiment beaucoup plus répandu à travers toute la Russie. Selon Bill Browder, tous les ingrédients sont réunis pour un soulèvement contre le Kremlin, qui pourrait survenir plus rapidement que prévu. Quelques jours après une interview conjointe avec Kara-Murza, Browder a parlé à Times Radio des problèmes économiques causés à la Russie par l'Occident. Il évoque les sanctions, soulignant que la Russie a réussi à se moquer de l'Occident en les contournant. Malgré tout, le rouble s'effondre et l'Occident gagne en expérience. Il faut colmater ces brèches. Nous devons sévir, et je pense qu'il y a maintenant une volonté dans le gouvernement britannique. Mais je pense toujours qu'il faut ajouter beaucoup de capacités. Les gels d'actifs, comme ceux des États-Unis qui interdisent la plupart des transactions avec la Banque centrale russe, seront utiles. Et plus l'Occident s'engage à créer un chaos économique en plus de tout ce qui est allé mal pour Poutine, argumente Browder, plus vite viendra l'effondrement du régime. Ils ne feront qu'alimenter le sentiment anti-Poutine existant, pouvant mener à une insurrection contre le Kremlin. Selon Browder, l'effondrement du rouble face au dollar met Poutine sur la défensive. Il doit se préoccuper de l'acceptation de cette guerre par son peuple et de son impact sur eux, notamment à cause des sanctions. La guerre affecte indéniablement le russe moyen, comme en témoignent les chiffres alarmants sur l'inflation galopante et les taux d'intérêt élevés que nous avons partagés précédemment. En conséquence, l'opinion publique se retourne contre Poutine. Il ne veut pas être renversé par son propre peuple, affirme Browder. S'il est renversé, il risque la prison et peut-être même la mort. C'est l'histoire d'un homme qui tente désespérément d'éviter une conséquence inévitable à laquelle il ne pourra bientôt plus échapper. Kara-Murza conclut que les Russes sont responsables du changement en Russie. Il est très important de préciser que le changement en Russie ne peut venir que de l'intérieur. Il ne sera pas amené par un président américain ou un autre dirigeant étranger. Seuls les Russes en Russie peuvent changer la situation. Les pertes importantes de Poutine ont préparé le terrain pour ce changement. Que pensez-vous de l'état actuel de la Russie sous Poutine? Browder et Kara-Murza ont-ils raison d'annoncer la fin prochaine de son régime? Ou le dirigeant russe parviendra-t-il à survivre à ces nombreux revers qui l'éloignent chaque jour davantage de ses objectifs initiaux en Ukraine? Partagez vos réactions en commentaire. Merci d'avoir regardé. Allez maintenant regardez! Le compte à rebours de l'effondrement de la Russie commence. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.